Merci Jean-Louis Mandel et le comité d'organisation de m'avoir donné la parole sur ce sujet. Un sujet délicat et que je vais essayer d'aborder, je crois, avec une certaine objectivité, mais qui peut amener à discussion, à débat. Je pense que vous aurez l'occasion dans les jours qui viennent de le mener. Alors mon point de départ, même s'il ne sera pas exclusif, concerne les bonnes nouvelles autour de la thérapie génique, spécifiquement la thérapie génique de maladies rares. Vous avez sur cette diapositive les 12 maladies génétiques pour lesquelles, de façon indiscutable et reproductible, des publications scientifiques vraiment de qualité, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, ont mis en évidence un bénéfice clinique vraiment important, soit les thérapies géniques ex vivo basées sur les rétrovirus, ce sont les maladies dont le nom apparaît en noir, et je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, beaucoup de maladies qui concernent le système sanguin, mais aussi d'autres maladies, et thérapies géniques in vivo, en bleu, avec les adeno-associated virus, qui ont été utilisés par exemple pour l'amorose de Leber, donc une forme de cécité héréditaire, les hémophilies, la myotrophie spinale, dont il a déjà été beaucoup parlé. Et incidemment, je pense que c'est important de le rappeler, à côté des maladies génétiques, les mêmes technologies, la technologie de la thérapie génique ex vivo fondée sur les rétrovirus, est utilisée depuis 2014 pour traiter plusieurs formes de cancer. Ce sont les fameuses CAR T-cells, dont les lymphocytes des patients modifiés, pour traiter des leucémies aiguës lymphoblastiques B, des lymphomes B, ou plus récemment des myélomes. Donc des avancées qui ont mis beaucoup de temps à se mettre en place depuis les débuts des essais cliniques, les nombreuses tentatives qui ont échoué, mais des avancées indiscutables et qui apportent donc un bénéfice à un certain nombre de patients, même si bien sûr on souhaite que cela se développe encore, et cela va se développer. Si on prend juste une statistique parmi bien d'autres, ici, qui provient d'un institut d'économie de la santé aux États-Unis. En encadré sont les maladies rares, mais il y a énormément d'études en cours dans le domaine de la thérapie génique. Évidemment, toutes ne réussiront pas, c'est sûr et certain, mais il est plus que probable qu'un grand nombre d'entre elles viendront contribuer à l'émergence de nouveaux médicaments de thérapie génique, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, et ça va être l'objet de ma discussion, pour les maladies dont, je reprends la même diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, les maladies marquées ici en rouge, donc vous pouvez lire chronologiquement à propos des publications, le déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine désaminase, l'amorose de Leber, la bêta-thalassémie, la myotrophie spinale et l'utilisation des CAR T-cells sont aujourd'hui des médicaments qui sont sur le marché. Donc, ce qui est évidemment une excellente nouvelle, depuis 2016 et progressivement jusqu'à 2019, je mets de côté le Glibera qui n'a pas vraiment été utile. Il y a aujourd'hui 6 médicaments qui sont sur le marché, soit aux États-Unis, soit en Europe, soit dans les 2 continents, et pas encore malheureusement ailleurs, pour traiter soit des maladies génétiques, soit des cancers. Et encore une fois, on ne peut que se féliciter de ce résultat. Et on peut aussi penser que cette liste va s'allonger assez rapidement. On peut penser aux hémophilies, où il y a plusieurs essais de phase 3 en cours. Il y a 7 industriels qui travaillent sur le développement de thérapie génique des hémophilies, par exemple. On peut penser à la drépanocytose, on peut penser à d'autres maladies. Donc il est sûr et certain que l'on va voir émerger de nouveaux médicaments de thérapie génique à court terme, sans aucune forme de triomphalisme sur cette question. On sait qu'il y a aussi malheureusement beaucoup d'échecs. Donc il y a 4 produits aujourd'hui qui sont sur le marché concernant des maladies rares. Et ces produits sont venus sur le marché depuis 2016. Donc, à partir de maintenant, je vais attaquer un aspect plus délicat et un peu moins positif de mon point de vue concernant ces médicaments, c'est leur prix de vente et donc leur accessibilité. Chronologiquement, rapidement, le premier, c'est le traitement du déficit immunitaire, qui est très rare. Vous avez à la partie droite de la diapositive une estimation du nombre de malades traitables par an dans le monde occidental, et vous voyez que c'est 30-40 patients. Le point important ici, c'est que ce traitement qui est autorisé en Europe a un coût de l'ordre de 600 000 € par patient. Ensuite est venue l'amorose de Leber aux États-Unis, où le prix et le paiement est en partie conditionné sur l'efficacité, mais le coût est de 850 000 $ pour traiter les 2 yeux d'un patient. Et là, il y a un certain nombre de malades en attente de traitement de par le monde occidental. Ensuite est venue cette année la myotrophie spinale, comme vous le savez, produit de Novartis, dont le prix de vente est aux alentours de 2,1 millions de $, même si cela peut être échelonné sur 5 ans. Et il y a un certain nombre de malades à traiter. On connaît l'efficacité, au moins à court terme, de ce traitement. Et vous savez que c'est aujourd'hui le médicament le plus cher au monde. Et enfin,
Le dernier en date, c'est un traitement pour certaines formes de thalassémie bêta, pas toutes encore, fondé sur le principe aussi de vecteurs lentiviraux, la thérapie génique ex vivo. Le prix de vente affiché en Europe est de l'ordre de 1 600 000 € ou dollars, peu importe, payable en 5 ans, un tout petit peu fondé sur l'efficacité. Donc des prix extrêmement élevés, auxquels il faut ajouter, même si ce n'est pas l'objet du jour, mais les CAR T-cells, donc qui concernent un nombre non négligeable de malades, dont l'ordre de grandeur du prix est de 400 000 $ par malade et par traitement. Donc ces prix sont extrêmement élevés, ne sont plus dans les mêmes ordres de grandeur que les médicaments auxquels nous avons été habitués et que nous utilisons tous les jours. Il se pose la question, pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui justifie de tels prix? Une des raisons évidentes pourrait être simplement un équilibre économique des entreprises industrielles de santé qui, si elles ne peuvent pas vendre à ces prix-là, ne pourront simplement pas vivre et avoir un bénéfice que je qualifierais de raisonnable. Je pense que c'est, sans être polémique, que cette situation n'est pas tout à fait exacte, car si je me suis fait un tout petit peu aider d'économistes pour développer cela, si on prend globalement les big pharma, les grandes entreprises du médicament ont un retour sur investissement qui est très large et qui est 3% en moyenne au-dessus de tous les autres secteurs du monde économique. Donc il y a peut-être une marge de manœuvre ici pour discussion. Plus intéressant, c'est d'entrer dans le vif du détail, mais au préalable, brièvement, de vous indiquer que ce que je vous montre pour la thérapie génique s'applique aussi, comme vous le savez très bien, à d'autres médicaments innovants dans le domaine des maladies rares. 2 exemples brefs, à nouveau l'amyotrophie spinale. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un traitement par injection d'oligonucléotides dans liquide céphalorachidien est une option envisageable, qui a son bénéfice, mais son prix est très important, puisque le coût par malade et par an, c'est la première année, c'est 500 000 €, et c'est encore 250 000 € chaque année, a priori un traitement qui ne doit pas s'arrêter. Et donc, pour cette maladie, est venue s'ajouter la thérapie génique, et on peut remarquer que les prix sont dans les mêmes ordres de grandeur, et ce que certains économistes appellent un effet d'ancrage, un anchoring effect, c'est à partir d'un certain prix d'un traitement pour une maladie, on peut se permettre d'aller un peu au-dessus, en tous les cas dans les mêmes ordres de grandeur, ce qui peut avoir des effets in fine délétères. Et l'autre exemple qui est d'actualité, qui n'est pas du tout dans le domaine de la thérapie génique, qui n'est pas efficace dans cette maladie, c'est la mucoviscidose. Vous savez sûrement qu'il existe déjà depuis quelques années un médicament disponible, Ivacaftor, qui permet pour certaines formes minoritaires de mucoviscidose de permettre une expression et surtout une fonction de la molécule CFTR, mais au coût de environ, c'est le prix affiché en France, 140 000 € par an et par malade, et que vient d'être approuvé aux États-Unis, ce qui est en soi une bonne nouvelle, par la FDA, une trithérapie qui va permettre de traiter, semble-t-il, jusqu'à 90% des patients. Pour l'instant, l'accord n'est que pour les patients âgés de plus de 12 ans, mais des essais cliniques sont en cours pour les patients âgés de moins de 12 ans. Et le prix affiché aux États-Unis, on ne sait pas la situation européenne puisqu'il n'y a pas encore de mise sur le marché en Europe, est de 288 000 $ par an et par patient, donc ce qui devient assez astronomique compte tenu du nombre de malades à traiter. Si on admet que tous les malades à tous les âges pourront être traités, l'estimation c'est 6 000 malades en France. Donc ça donne un contexte. Donc 2 questions. On a une situation où il y a un changement d'échelle, et qui est encore une fois une très bonne nouvelle, dans le domaine des nouveaux médicaments pour les maladies rares, à savoir quantitatif, plus de produits, mais aussi un autre aspect moins positif, c'est un changement d'ordre de grandeur des prix, mais un changement d'échelle qualitative avec des produits à haute valeur ajoutée. Ceci est absolument indiscutable, même si on peut un tout petit peu discuter de l'échelle de temps. Donc dans ce contexte, 2 questions. Est-ce que ces prix sont justifiés? Est-ce que la valeur ajoutée est telle qu'on peut se permettre que ces prix soient pris en charge, donc les coûts soient pris en charge par nos sociétés à ces tarifs-là? Et seconde question, qui est indépendante, il faut, je pense, traiter les deux, mettons que les prix soient justifiés, est-ce que nos sociétés sont capables de faire face et de permettre une accessibilité à tous de ces traitements? Alors, qu'est-ce qui justifie ces prix aussi élevés? Il y a, et c'est indiscutable, que ces produits ont un développement qui est plus complexe et parfois des coûts de production plus élevés que les médicaments classiques. C'est clair que le développement de l'eau de vecteur AAV a un prix qui n'est pas négligeable. Donc ceci est un point qu'il faut prendre en compte. Le fait que pour beaucoup de ces maladies, elles soient rares et donc que le marché est plus petit est un argument qui peut entrer en ligne de compte. On va voir qu'il est relatif. Et enfin, le fait, et ceci est mis en avant bien évidemment, que ces traitements pourraient permettre la cure, et en one-shot, one-time cure d'une maladie jusque-là incurable, est évidemment un changement radical qui doit intervenir dans le prix.
Néanmoins, il y a des points contraires à discuter, ou des points de discussion en tous les cas, tels que le fait qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sans la moindre exception, l'ensemble des recherches qui ont permis de développer les médicaments que j'ai cités à ce jour, jusqu'ici, proviennent de la sphère académique, aidées à des degrés divers, parfois de façon très importante, par des associations de patients ou des fondations. Donc ce ne sont pas des recherches qui ont été menées pour l'essentiel par les industriels. Je pense que ceci doit être pris en compte dans l'établissement des prix. Que la taille du marché ne joue pas forcément un rôle. L'exemple de l'ADA, qui est extrêmement rare à 600 000 €, alors que pour la thalassémie, qui est beaucoup moins rare, le prix est 1 500 000 €. Il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Et enfin, la cure est possible, mais sauf peut-être pour le déficit immunitaire où il y a 20 ans de recul. Pour les autres maladies, le recul ne dépasse pas 5 ans. Donc il y a une marge d'incertitude non négligeable, même si évidemment il est très difficile de faire des prédictions sur la durabilité des traitements qui sont proposés, aussi intéressants soient-ils aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est le modèle classique d'établissement des prix des médicaments, c'est en anglais le cost-based pricing, fondé sur les différents coûts de recherche, développement, production, distribution, etc. Il est proposé aujourd'hui par les industriels, compte tenu du changement qualitatif, le value-based pricing, mais c'est un qui peut être néanmoins discuté. Et enfin, on peut aussi, sans vouloir polémiquer, se poser la question si on n'est pas un tout petit peu dans une situation de profit-based pricing. Alors, est-ce qu'en France, on a une situation qui nous protège? C'est ce que pensent, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, j'ai eu l'occasion d'en débattre, les représentants du comité économique des produits de santé, parce qu'en France, comme vous le savez, donc les prix sont négociés par ce comité sur une base assez élevée, parce qu'il y a une garantie européenne de prix, mais il y a par négociations qui sont confidentielles la possibilité de remise. Et le CEPS insiste beaucoup sur les remises. Ces remises sont confidentielles, personne n'en connaît le montant, ce qui mène à une situation qui est indiquée juste au-dessus, d'une négociation asymétrique entre le CEPS pour la France ou les équivalents dans d'autres pays et les industriels, ce qui est un avantage informationnel de l'industriel, par définition, qui connaît le périmètre de discussion des prix, alors que chaque institution, comme le CEPS en France, n'a pas cette information. Et un économiste avec lequel j'ai travaillé, belge, qui s'appelle De Watripon, a théorisé ces questions de théorie des contrats et de situation d'avantages en négociation asymétrique. Donc ceci est un problème qui est relevé par la Cour des comptes dans un avis en 2017 qui dit que si les remises peuvent sembler en première analyse avoir la même portée que des baisses de prix fabricants, elles emportent en réalité des surcoûts pour l'assurance maladie et pour les assurés sociaux. Ça devient assez technique, mais c'est pour indiquer que ceci n'est peut-être pas aussi simple que cela. Dans le système français, il y a a priori une protection qui est la clause de sauvegarde qui fait qu'en principe, l'enveloppe globale de dépenses de médicaments ne peut pas s'élever, sauf que maintenant a été créée à propos de l'hépatite C une clause de sauvegarde spécifique, donc les choses se compliquent un tout petit peu, avec un fonds de financement de l'innovation thérapeutique qui est une nouvelle source de financement. Je n'entre pas dans trop de détails. À nouveau, la Cour des comptes fait remarquer que ce fonds de financement de l'innovation thérapeutique, cela revient pour l'État à afficher à l'attention des entreprises pharmaceutiques une nouvelle source de financement des médicaments qui dessert la contrainte sur la fixation des prix. Donc cette situation, telle qu'elle est mise en avant par le CEPS pour limiter les dépenses de santé en termes de médicaments et de médicaments innovants, je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle tienne la route. Mais voilà. Les conséquences de cette situation, c'est que certains malades, et c'est déjà le cas, en tous les cas dans un pays limitrophe en Belgique, où les nouveaux médicaments ne sont pas mis à disposition. Par exemple, c'est un domaine que je connais bien, il y a un patient belge aujourd'hui qui a un déficit immunitaire par déficience en ADA, et les autorités de santé belges refusent la prise en charge. Donc ce patient n'a pas reçu ce traitement. Pour l'amyotrophie spinale, un malade a été traité en Belgique à partir d'une quête publique où les fonds ont été ramassés pour pouvoir traiter le patient. Je ne suis pas sûr que ce soit des modèles de financement des traitements, aussi, même malgré leur qualité, qui tiennent la route. Donc ce qui peut se passer, et c'est clairement le cas pour les déficits immunitaires par exemple, c'est le choix d'une thérapeutique alternative moins onéreuse, mais évidemment au détriment des patients. Et donc ceci est probablement intenable. L'ICER, cet Institute for Clinical and Economic Review, qui est à Boston, qui est une institution indépendante d'économie de santé, a écrit, j'ai repris leur estimation, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en termes d'ordre de grandeur, elle est intéressante, que si demain 1% des patients atteints de maladies génétiques, maladies rares, avaient une thérapie génique pour un prix moyen de $1 million, ça leur reviendrait à doubler le budget des médicaments. Donc ce qui est juste absolument intenable.
Il faut que tout le monde en soit conscient. Ceci entraîne des réactions, parfois assez dures. Ici, vous avez le texte publié dans un journal néerlandais du ministre de la Santé des Pays-Bas, c'est-à-dire il y a quelques mois, à propos du Zolgensma, donc le traitement de la SMA, où il dit « We are not allowed to know why we have to pay so much. We simply get no explanation, donc la situation est opaque, no insight into the price structure. » Et il conclut à la fin, à propos des prix, les prix take to those companies that increase their medicine price not because they have to, ce qui aurait pu être discuté, but because they can. Évidemment, ça n'a pas la même signification. La ministre de la Santé belge a fait une proclamation qui est à peu près du même ordre de signification, price of rare disease Novartis, donc c'est à nouveau le Zolgensma, is absurd. Donc il souligne ce problème. Il y avait eu l'année dernière un article publié dans le Lancet par des collègues spécialistes de maladies rares européens à propos toute une série de médicaments qui dépassent la thérapie génique. Vous voyez le titre du papier, donc, qui est assez dur. Et je vous invite à le lire parce qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants d'analyse sur ces prix et en quoi ils sont probablement excessifs. Donc ceci entraîne des réactions. Par exemple, un grand nombre d'associations européennes, par exemple Médecins du Monde, Médecins sans frontières en France et d'autres, ont créé une alliance et fait une déclaration avec pour but d'améliorer cette situation, de permettre que des médicaments soient accessibles à tous et qu'une certaine transparence règne autour de ces prix. Donc ce travail, évidemment, se poursuit. Donc à mon point de vue, la réponse aux deux questions que j'ai évoquées tout à l'heure, est-ce que ces prix sont justifiés? Et si, au cas où ils le seraient, est-ce que nos sociétés peuvent payer? Je crains que malheureusement, les deux fois, la réponse est négative. Mais on ne peut pas s'arrêter à une critique. Je pense qu'il faut essayer d'être force de proposition, mais chacun d'entre nous peut l'être. Bien évidemment, je ne prétends pas avoir de compétences particulières dans ce domaine, mais j'ai essayé à travers des discussions, la littérature, une réflexion, de voir qu'est-ce qui pouvait être proposé pour améliorer l'accessibilité des médicaments existants et les nombreux à venir. Il faut voir évidemment cela en tête. Évidemment, le principe de base, il y en a deux, c'est qu'on veut à la fois donc, que ces médicaments soient accessibles à tous et en même temps, on veut évidemment conserver la capacité de l'industrie, son savoir-faire à développer de tels médicaments. Mais clairement, il y a une certaine contradiction entre ces deux notions aujourd'hui. Donc probablement, il faut améliorer les critères de fixation des prix, tenir compte de l'apport académique. Donc, je rappelle que pour l'instant, les choses vont peut-être changer, mais pour l'instant, tous ces médicaments sont issus, parfois jusqu'à un stade très avancé de la recherche académique et des financements académiques. Donc évidemment, les prix doivent tenir compte des coûts de recherche et développement, avec cette nuance concernant l'apport académique, les coûts de production, les coûts de distribution et un profit que je qualifie de raisonnable. Je ne suis pas capable de dire ce que c'est qu'un profit raisonnable, mais je pense que cela fait partie de la discussion. Le concept de value-based pricing lié au changement d'échelle dans la qualité de ces traitements peut être pris en compte, mais pas plus que comme maximum. Sinon, on arrive à une situation absurde qui serait que le traitement antibiotique d'un patient atteint d'une septicémie devrait coûter $1 million. C'est aussi on change la vie radicalement de cette personne en lui permettant de vivre éventuellement longtemps. Je pense qu'il faut discuter cette notion de clause de prix raisonnable à chaque fois qu'il y a une négociation entre un partenaire académique et un partenaire privé. Le NIH temporairement a une telle clause, donc il devrait théoriquement permettre de réduire les prix, mais elle a été levée malheureusement au NIH et elle n'existe pratiquement pas ailleurs. C'est, à mon avis, un élément de discussion possible intéressant. Et puis, comme vous le savez, j'y ai fait allusion tout à l'heure à travers la situation de la France, chaque pays, sauf exception de quelques petits pays, discute seul face aux industriels et donc à une force de négociation relativement limitée. Et on pourrait espérer que si l'Europe s'est mise d'accord sur les systèmes d'enregistrement des médicaments, elle se mette aussi d'accord sur les systèmes uniques de négociation de prix, ce qui donnerait une autre force de négociation, bien évidemment, au pays. La notion de transparence et d'être capable d'évaluer tous les paramètres des prix, ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui compte tenu du fait qu'il n'y a pas de données disponibles, a fait l'objet d'une résolution de l'Organisation mondiale de la santé en mai dernier, qui dit la chose suivante, qui a été votée avec une nuance très importante. Donc cette résolution a pour objectif d'améliorer, comme vous pouvez lire, la transparence des marchés de médicaments, de vaccins et d'autres produits sanitaires. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus large que la thérapie génique, mais ça s'applique particulièrement aux médicaments innovants.
La seule petite limitation, c'est que cette résolution, si elle a été votée, n'a pas de caractère contraignant. Autrement dit, pour l'instant, elle ne sert à rien. Néanmoins, je pense que c'est une avancée possible. Deuxième élément, ça a déjà été un tout petit peu évoqué dans ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est notamment pour les maladies les plus rares, pour lesquelles vraiment le nombre de patients à traiter est extrêmement limité. On peut songer, et à nouveau, je pense que cela devrait se faire à l'échelle européenne, de mettre en place des structures de production, GMP, tout à fait évidemment selon les règles, mais à but non lucratif, qui s'appuient au moins initialement sur des financements publics, auxquels pourraient s'associer des associations de malades lorsqu'elles le peuvent, et des fondations, sur le modèle de ce qui s'est développé pour quelques médicaments pour des maladies fréquentes des pays pauvres, le modèle d'INDI. Donc le modèle existe, ce n'est pas une pure invention, et ceci devrait permettre de mettre à disposition pour beaucoup de maladies rares des médicaments à prix coûtant. Un petit nombre de centres de production à l'échelle européenne, je ne sais pas exactement combien il en faudrait, peut-être 2, 3 pour commencer, pourrait être un moteur très très puissant de cette évolution, à mon sens. Dernier point, qui entre sur un plan plus politique et économique, c'est, comme vous le savez par définition aujourd'hui, le principe d'action des entreprises, c'est de permettre des bénéfices au service des actionnaires. Le bien public n'est pas une considération première, même s'il y a eu des déclarations récentes de certains industriels, dont Novartis, qui vont en ce sens, et ceci doit être pris évidemment favorablement. Mais il existe une possibilité de faire évoluer cela, parce que cela existe aujourd'hui. Ce sont des situations de gouvernance d'entreprises privées, naturellement, où il y a toujours évidemment la notion de profit qui est consubstantielle de cette situation, mais dans des entreprises dans lesquelles siègent au niveau du conseil d'administration des défenseurs du bien commun, du bien public, donc ils s'intéressent aux produits et la façon de travailler de ces entreprises, et cela peut aller jusqu'à, il y a un statut qui existe avec un système d'homologation, en anglais on appelle de Benefit Corporation, d'entreprise, qui est ce double objectif, bénéfice, mais aussi le bien public, et donc forcément appliqué potentiellement aux thérapeutiques des médicaments innovants, une situation qui serait plus favorable au bien public tout en préservant une capacité de bénéfice. Ceci n'est peut-être pas totalement une utopie, peut-être c'est la première idée qui vous vient à l'esprit. Par une très grande entreprise qui n'est pas dans le domaine des médicaments a annoncé qu'elle s'engageait dans cette voie, c'est Danone qui est déjà en partie impliquée vers cette évolution. Et au passage, il y a une petite société américaine qui s'appelle Perlera, qui développe des médicaments pour les maladies rares, qui a ce statut. Donc, après tout, c'est une réflexion, je l'admets ici, de nature tout à fait politique, mais qui nous concerne dans le développement des médicaments innovants. Et on pourrait même, par exemple, demander à ce qu'une fraction d'une société donnée prenne ce statut lorsqu'il s'agit de médicaments particulièrement innovants, et pourquoi pas les thérapies géniques pour obtenir les homologations. Évidemment, tout ceci est sur la table. Pour conclure, on est dans une situation où, vous le savez tous, il y a une médecine innovante et fantastiquement prometteuse, sans vouloir être dithyrambique sur les potentialités de ces thérapeutiques génétiques, mais pas que. Vous avez vu que la mucoviscidose est un exemple qui est superbe de thérapeutique chimique. Donc ceci est évidemment très favorable et il y aura certainement, on va voir apparaître beaucoup de ces médicaments dans les toutes prochaines années, et que son développement, à mon sens, pas que le mien, d'autres aussi, nécessite d'atteindre un point d'équilibre qui n'est pas atteint aujourd'hui entre le respect du bien public, donc l'accessibilité à tous les patients de ces traitements, et les intérêts privés. Le curseur doit être un peu modifié pour y arriver. Ceci est difficile, ceci est néanmoins indispensable si nous ne voulons pas arriver à des situations de crise. Et je pense que cette situation, pour la thérapie génique, illustre la problématique de tous les médicaments innovants. La mucoviscidose, j'en ai parlé, et même en dehors des maladies rares, si on pense aux nouveaux traitements des cancers qui sont également très onéreux. Donc j'espère que mon exposé suscitera votre intérêt et votre réflexion surtout, et je pense que nous tous, en tant que citoyens, devons essayer d'agir sur cette grave question. Et pour finir, juste, j'ai fait une bêtise, ça c'est tout à fait regrettable, ouf, ça va. Je voudrais remercier 3 personnes qui m'ont aidé dans la construction de cet exposé. Mathias de Vatripon, qui est un économiste belge absolument remarquable, qui n'est pas un spécialiste de la santé, mais qui est en train de le devenir. Michel Goldman, qui est un médecin scientifique belge aussi, et qui se trouve connaît très bien l'interface entre le monde académique et le monde industriel. Il a beaucoup travaillé avec la communauté européenne. Et enfin, Théo Brigand, de Médecins du Monde. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, monsieur Fischer, pour cet exposé extrêmement intéressant. Malheureusement, je ne sais pas si on a peut-être prendre le temps d'une question ou deux questions, mais pas plus s'il y en a dans la salle. Parce qu'on arrive vraiment à la fin du... Il est tard. Il est tard, mais d'ailleurs, en fin de compte, je crois que vous les avez convaincus. Donc, on vous remercie encore. Je crois qu'on peut vraiment vous applaudir. Voilà, on arrive à la fin de cette journée. J'ai été particulièrement heureux de l'avoir animé avec vous. Demain, c'est Nathalie Touret qui va prendre le relais. Ça va être encore mieux que moi. Vous allez voir, ça va être top. Et donc, il faut se retrouver à 8h45 demain ici pour pouvoir commencer les sessions. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et peut-être à Rare dans 2 ans. À bientôt.